Bonjour à tous, chers compatriotes, chers amis des questions-réponses et téléspectateurs de Télé7, la chaîne républicaine. Je vous retrouve dans le cadre de votre magazine d'information, de débat, d'échange en ce qui concerne les activités de vos compatriotes de la diaspora, donc l'émission questions-réponses. Je suis Fabien Anvar Kousouanika. Je reçois pour vous aujourd'hui M. Jean-Claude Mvouemba. Il est donc député élu en République démocratique du Congo. Honorable Mvouemba, bonjour. Bonjour, tout d'abord une petite rectification parce que je suis député réélu. J'ai été élu en 2006 et je viens d'être réélu en 2011 avec plus de 18 700 voix. De ce côté-là, et je suis député national, mais élu dans la circonscription électorale de Kassangolo, qui m'est très chère, dans la province du Bako, dans la province du Congo central. Et en dehors de ça, je suis quand même président national du MPCR, Mouvement du peuple congolais pour la République, membre influent des forces acquises au changement, les FAC, et combattant de la liberté, de la résistance, et du droit de l'homme. Vous faites bien de le préciser, et donc on va peut-être essayer un peu avec vous, en tout cas, de pouvoir parcourir les grands sujets de l'actualité congolaise. Mais d'abord, je tiens à remercier en tout cas le cadre qui nous reçoit, donc la maison africaine flamande Kumba. C'est donc un centre de rencontre en plein Bruxelles, en plein Matongé. Eh bien, vous comprenez pourquoi ça prend le nom de maison africaine flamande, parce qu'ici en Belgique, quand on parle Afrique, en tout cas, on voit d'abord Matongé. Eh bien, je remercie pour cela les responsables, en commençant par M. Jérôme Markelbach, voilà, j'y arrive quand même, et Jonathan Lucet, en tout cas, qui nous reçoivent. Nous espérons que ce partenariat, en tout cas, va continuer pour permettre aussi aux Congolais, parce que nous sommes également diffusés sur Internet, sur www.telechangu.com. Je disais donc, la maison flamande, africaine flamande Kumba, c'est donc un centre de rencontre. Vous pouvez venir voir des expositions. D'ailleurs, là, nous avons visité avant cette émission une exposition sur les albinos, eh bien, qui sont exclus aussi en Afrique. C'est du racisme. Si nous crions au racisme en Occident, bien, chez nous-mêmes, il y a aussi du racisme, et ce sont des choses qu'il faut arrêter. Alors, je disais, je reçois pour vous M. Jean-Claude Mvouemba. Alors, nous allons essayer un peu de parcourir les sujets de l'actualité, notamment les mini-sommets des Oyo. Nous sommes là au Congo-Brazzaville, entre Paul Kagame, Joseph Kabila, Museveni, oui, ils étaient trois, je pense, oui. Nous allons parler de l'affaire Bosco Ntaganda qui attend d'effrayer également la chronique. Nous parlerons également des Maïmaï Katakatanga qui ont pris d'assaut la ville de Lubumbashi. Et puis peut-être un petit mot, on commencera d'ailleurs par là. Il y a eu des changements au niveau de la République centrafricaine. Bozizé a été chassé du pouvoir par la coalition Séléka. Vous, au niveau de l'opposition, ça vous renseigne quelque chose? Mais tout d'abord, M. Kousouanika, vous devez savoir que les responsables africains, les présidents africains, dès lors qu'ils sont installés, commencent à gouverner par défi. Quand on leur demande tranquillement, aisément, de se mettre ensemble avec la communauté intérieure pour un dialogue suivi, ils se croient tout permis. Et alors, des situations telles que de Bozizé, nous ne pouvons que dire, enfin, le peuple centrafricain a compris, et maintenant ça reste le peuple congolais. Tout clair, parce qu'on ne gouverne pas par défi. Bah écoutez, mais vous savez, en Centrafrique, c'est quand même une rébellion, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous entendez parler, vous soutenez des rébellions aussi. Je ne soutiens aucunement des rébellions parce que ça émaille avec des millions de morts comme chez nous. Parce que chez nous, à l'est du Congo, ce n'est même pas un génocide chez nous à l'est du Congo. C'est un holocauste. Plus de 9 millions de morts. Et les responsables sont là, qui vaguent à leur occupation, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs. Non, je ne plaisante pas. Est-ce qu'en Syrie, est-ce qu'en Tunisie, est-ce qu'en Égypte, il y a eu des rébellions? C'est le peuple, c'est la population, à travers une conscience, et qui se disent « il y en a ras-le-bol ». Et c'est pour cela nous disons, il est grand temps que d'autres potentats africains se rendent compte que quand la population demande quelque chose, quand la population demande quoi? Au Congo, la population demande 3 choses. Une justice distributive. Vous ne pouvez jamais organiser un État moderne
dans ce siècle sans une justice distributive. Et de deux, que la politique soit une politique responsable. Il ne faudrait pas venir tricher. Tricher, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. D'où le contentieux électoral de 2011 entre M. Tshisekedi et M. Kabila. Mais ça doit être larvé. N'empêche que vous-même, j'y arrive. Également, j'y arrive. Enfin, vous bénéficiez des retombées de ces élections. J'y arrive. Jean-Claude Vouemba a été réélu à Kassangoulou avec 37 candidats pour un seul siège. Sur un total, je crois, de 44 000 votants. Jean-Claude Vouemba a eu 18 871. Et le second n'avait que 3 051. On a essayé de venir tricher chez moi à Kassangoulou, mais Jean-Claude Vouemba, c'était un homme prudent. 200 témoins dans tout le bureau de vote qui se sont déplacés à 5h du matin jusqu'à 18h. Donc la tricherie chez moi, ça n'a pas passé. Si j'étais un député coopté, nommé, mais j'aurais déjà pu dû démissionner depuis longtemps. C'est pour cela que nous disons. Et puis le troisièmement, il faudrait que le développement du Congo puisse se faire. Comment ça peut se faire dès lors qu'on ne peut pas condamner un ministre, dès lors que les gens pillent, et la corruption bat son plein? Non, à votre avis, quelles sont les conséquences qui pourraient, par exemple, arriver à la République démocratique du Congo par rapport à ce qui s'est passé en République centrafricaine? En tant qu'homme politique, selon ce que vous avez. D'ailleurs, on a appris que la famille de Boisizé est prise en charge par le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Sinon, les conséquences positives ou négatives, à votre avis, pourraient être lesquelles? Les gouvernants congolais doivent se rendre compte que ce qui arrive aux voisins peut facilement l'atteindre. Le président Mobutu est resté 32 ans au pouvoir. Il est parti. Laurent Désiré Kabila est resté 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, il est parti. Et je crois qu'à partir de ça, personne ne peut être, comme on dit, l'ikondi à Libéla na Congo. Bazana Matoui, Yako Yoka, Misu Yakomona. C'est ça. Et autre petite question, Bozizé a été une partie importante du puzzle en ce qui concerne le procès Jean-Pierre Bemba. Est-ce que je vous ai vu une fois là en soutien à Jean-Pierre Bemba Gombo, sénateur, président du MLC, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Vous pensez que le fait qu'il ne soit pas au pouvoir pourrait jouer dans une certaine mesure en faveur du leader du MLC? Non, tout d'abord, je tiens aussi à saluer Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national du MLC, le président de l'Union pour le Congo. Grand leader, Mwanamboka, Yamakila. Qu'est-ce que vous je dirais tout simplement, il est difficile quand vous vivez dans ces sphères occidentales que le fait seulement que M. Bozizé ne soit plus au pouvoir, que le procès puisse se terminer. Je crois qu'il y a un procès qui doit suivre son cours, parce que nous avons vu des témoins défiler, des témoins centrafricains, quoique manipulés à bon escient par Bozizé. Et nous avons aussi entendu certains témoins congolais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas le courage de se montrer, parce qu'ils savent très bien que leur témoignage ne sortait que de mensonges par rapport à Jean-Pierre Bemba. Nous puissions tout simplement dire que nous espérons, nous souhaitons aux Bankoulou, aux ancêtres, aux sorciers, que Jean-Pierre Bemba puisse revoir le jour. Quant à Bozizé, je dois vous dire la vérité, un homme qui est déjà par terre, ça ne sert à rien de le piétiner. Il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il soit là, qu'il puisse se rendre compte que là où il était, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. On m'aurait dit qu'il serait à Zongo. Non, il n'est plus à Zongo, il est venu au Cameroun. Officiellement, il est pris en charge par la présidence camerounaise. Ça a été annoncé, il est au Cameroun. Vous savez, Biya, sa famille est en République démocratique. 2 femmes et quelques-uns de ses enfants. Non, c'est ce qu'on a appris. Non, je crois que d'ici là, on va les évacuer pour qu'ils puissent aller vaguer à côté de leur papa au Cameroun. Le Congo en a assez des problèmes des autres qui continuent jusqu'à ce jour à nous empoisonner. C'est pour cela qu'il est grand temps que nous puissions mettre les i
en disant que maintenant les Congos aux Congolais et que nous puissions nous-mêmes s'autodéterminer par rapport aux destinées de notre pays. Alors, justement, quand vous parliez des autorités congolaises qui doivent prendre modèle, disons, des renseignements, que dis-je, une leçon par rapport à ce qui s'est passé en République centrafricaine, peut-être vous rappelez aussi qu'il y a un accord cadre qui a été signé pour mettre un terme à la rébellion ou au mouvement politique ou militaire qui foisonne en République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'une semaine ou quelques jours, le président Kabila, disons les présidents Museveni, Kagame et Kabila et Sassou Nguesso se sont retrouvés à Oyo pour justement essayer un peu de voir comment mettre en œuvre cet accord. Il semble qu'il y a même encore un autre accord cadre signé entre les 4 présidents. Alors, vous, au niveau de l'opposition, comment évaluez-vous une telle démarche finalement ? De un, le MPCR, à travers son bureau politique, nous avons sorti un communiqué il y a plus de 20 jours pour dénoncer cet accord cadre d'Addis Abeba. Ça ne nous concerne en rien les Congolais. Nous ne pouvons en aucun cas... un peu loin parce que vous parlez fort. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que les matières de souveraineté nationale puissent être débattues en dehors de la République démocratique du Congo. C'est pour cela, nous disons clairement, ce qui s'est passé à Addis Abeba ne nous concerne pas, ça n'engage que les 3 ou 4 personnes qui étaient là. Comment voulez-vous l'accord cadre d'Addis Abeba puisse commencer à vouloir demander la restructuration de l'armée, de la police, dès lors que ce sont des compétences de souveraineté nationale? Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que dans cette armée, dans cette police, il n'y a pas que des Congolais. Alors, comment voulez-vous... Si vous le dites, j'y arrive. Et qu'on vous aide à pouvoir trouver une solution, vous ne trouvez pas que c'est la solution, chose de positif quelque part? Monsieur Kouswanika, la solution, elle est toute simple pour nous. Rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Burundi pendant 2 ans. C'est ça la solution. Afin que nous puissions commencer la restructuration de l'armée, de la police et des services de renseignement. À l'heure actuelle, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Est-ce que vous avez les moyens militaires de faire face au Rwanda et à l'Ouganda? Mais dès lors que vous coupez les relations diplomatiques, ça voudrait dire quoi? Une déclaration de guerre. Mais pas une déclaration de guerre. Si c'est comme ça, il faut aller au-delà. Il faut mettre le mur de Barbelé ou bien un grand mur comme c'était à Berlin. Mais pourquoi pas? Il se posera toujours un problème. Non. Le problème, c'est quoi? La communauté internationale ne doit plus faire le dos rond quand il s'agit maintenant du Congo. Ils doivent s'assumer. Nous voulons réellement rester entre nous pour restructurer, reformer, orienter nos services de sécurité, donc l'armée, la police et les services spécialisés, afin que nous puissions au moins avoir des gens, comment nous pouvons vivre avec eux. Mais dès lors que, depuis que M. Laurent Désiré Kabila a remis la clé du Congo-Zaïre à M. Kagame et à M. Museveni, nous l'ont-ils rendu? C'est ça ce qui passe à ce jour. Et vous avez la très mauvaise surprise. Bosco Tanganda. On va en parler, mais justement, vous ne proposez rien jusque-là. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression... La proposition, elle est simple, je vous le dis. Oui, attendez, je vais finir. J'ai comme l'impression que tout ce qu'on propose, c'est faux. Pour vous, qui êtes là, je vous pose la question. Il y a un accord, et puis il y a un mini-accord. Comment vous pensez qu'on peut sortir alors de la crise, à votre avis? La crise de l'Est... C'est une crise parce que la façon dont vous parlez, c'est comme si quand vous faites des choses, des autres vous observent. On attend que vous fassiez des choses. Mais en face, il y a des gens qui ont aussi leur projet. C'est ce que je suis en train de vous dire. Allez-y. Jean-Claude Wemba, c'est un démocrate, c'est un républicain. Jean-Claude Wemba n'a jamais tenu des armes. Jean-Claude Wemba ne fait que son travail de leader politique congolais. Je vous dis tout simplement, la solution, elle est l'unique et la seule. Je les ai énumérés tout à l'heure. Une rencontre entre Congolaises et Congolais. À partir de cette rencontre, nous allons essayer d'éliminer tout le problème que nous avons
afin que nous puissions réinvestir à travers une machine judiciaire distributive, à travers un comportement civique et déjà ressortir tous les banques de données. Parce que c'est que les gens disent quand même sur l'accord cadre d'Addis Abeba, là, ou la réformation de l'armée, la restructuration de la police, mais nous avons tous les banques de données. Ça serait un gouvernement responsable, un gouvernement réellement issu du peuple, qui peut commencer à mettre en œuvre ces réformes. Parce que comme vous le savez, toutes les réformes ne sont pas bonnes. Et donc, si je comprends très bien, l'une des solutions pour vous passerait par la rencontre des Congolais. Et quel est le format pour vous? Dialogue intercongolais ou conférence nationale souveraine? Non, moi je crois que pour ne pas trop se figer sur tous ces qualificatifs, la rencontre congolaise, c'est fini. Où est le problème? Mais il y en a déjà au niveau du pouvoir qui parlent de réunion. Non, il n'y a pas de réunion. Moi, j'ai été reçu 2 fois. La première fois par le secrétaire général du PPRD, M. Évariste Bochab. La seconde fois par le secrétaire général de la majorité présidentielle, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Ce n'était pas de rencontre, c'était des contacts, c'était des prises de contact. Il voulait savoir ce que nous voyons par rapport à ces rencontres. Oui, mais je comprends, mais par rapport à ces concertations. Le même Minakou a reçu la presse et a dit, mais finalement, ce serait une réunion, c'est pas un truc pour venir mettre en question les institutions. Nous n'en sommes pas là. Selon les dires. Hein, nous n'en sommes pas encore là, tout simplement. Nous n'en sommes pas encore là, tout simplement, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de cadre, de termes de référence qui sont sortis. Or, ces termes de référence, j'arrive. Également, c'est de proposer. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Vous proposez. Mais j'arrive. Vous dites dialogue entre Congolais. Vous me posez la question. Mais vous me posez la question. Je vais commencer par vous dire. De 1, en ce qui concerne les termes de référence, se prendront entre la majorité et l'opposition. L'opposition est déjà plurielle. Mais partout au monde, il y en a qui n'est pas. Partout au monde, l'opposition est toujours plurielle. Parce que même si vous allez ici en France, les Jean-Luc Mélenchon ne sont pas institutionnels. Il y a d'autres qui sont institutionnels. Donc Mélenchon est institutionnel. Non, enfin bon, c'est pas parce qu'ils ne font pas partie du gouvernement qu'ils ne sont pas institutionnels. Non, je pourrais citer Noël Besancenot. Il représente quand même une forte Noël Besancenot. De l'extrême gauche. Il est déjà remplacé, ils sont là. Non, mais justement pour dire qu'ils ne sont pas dans les institutions. Ce n'est pas parce que vous êtes un leader politique que vous devez nécessairement faire partie du cadre institutionnel. Non, on se bat pour son pays, même là où on s'y trouve. Pourquoi aujourd'hui l'honneur revient aux résistants, aux combattants, aux militants de la diaspora? Parce que vous avez su montrer que vous n'étiez pas dans les institutions, mais vous voulez un respect par rapport au Congo et par rapport aux Congolais, et d'ailleurs par rapport à vous autres, que maintenant la communauté internationale commence à suivre le pas. N'eût été vous, n'eût été le combat de la diaspora, on ne serait pas là où nous en sommes. Donc en ce qui concerne les termes de référence, nous au FAC, nous avons des termes de référence à proposer. De 1, il faudrait que tous les prisonniers politiques congolais, de Gabriel Mokia, Coutinho, Jacques Chaloupa, les innocents de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Moi je comprends, mais ça ce sont des préalables. Mais j'arrive. Mais tous ces préalables-là vont commencer. Une question claire. Quel est votre format à vous, concrètement? C'est comme un projet, vous nous dites, bon écoutez, nous voulons atteindre tel objectif. On est en train de vous dire par rapport au terme de opérationnel ce projet-là. C'est ça la question. Par rapport au terme. Je répondais par rapport au terme de référence qui ira. Parce qu'il y a des préalables que l'opposition a. J'ai commencé par énumérer le contentieux électoral, le retour de la dépouille du maréchal Mobutu. Il y a beaucoup de choses, il y a au moins beaucoup de choses que nous devons y arriver, et surtout que cette rencontre soit sans tabou. Toutes les discussions sont ouvertes.
sans tabou. Donc, et à partir de ce moment-là, si tout est prêt, nous allons maintenant entrer sur le terme de référence. Moi, par exemple, nous, au FAC, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un petit format de 300 personnes. Nous pouvons le faire tous les jours à Brazzaville, venir dormir à Kinshasa pour éviter que les grands résistants, les grands opposants qui sont à l'extérieur, tels que les Faustin Mounene, les Jacques Matanda Mambo Yokudia Kubanza, les Honoré Ngwanda, le Henri Moquet, les Andy Madiata, et tout ce monde qui n'ont aucune sécurité physique au Congo puisse se retrouver à Brazzaville. Ça, c'est de 1. À travers ce format-là, il faudrait au moins l'opposition puisse être à 100 ou 120, la majorité à 100, et puis le facilitateur, parce que nous devons avoir un facilitateur étranger. À 120, la majorité à 100. Mais bien sûr. Et alors, ça devient une minorité, alors? Ce n'est pas une minorité, parce que... Non, ce n'est pas une minorité, parce que quand je suis en train de parler de la majorité par rapport aux leaders politiques, et puis il y aura quand même peut-être 15 ou 20 ministres des institutionnels de la majorité qui seront là. Donc il y aura toujours équilibre. Et en disant cela, et à partir de ce moment-là, nous allons désigner un facilitateur. Nous proposons Sassou Nguesso. C'est tout à l'heure là que je m'emportais par rapport à l'accord 4. L'accord 4 demande aux dirigeants de la République démocratique du Congo d'être en bon terme avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud, avec la République centrafricaine. Or, nous n'avons aucun problème avec Brazzaville. Nous n'avons aucun problème avec les Angolais. Nous avons le problème avec le Rwanda et l'Ouganda qui ne font que venir marcher par rapport à nous. C'est-à-dire que l'affaire Kayemba a été résolue alors? Non, l'affaire Kayemba a déjà été résolue depuis longtemps, puisque depuis le fameux rapport Roger Lumbala, ils se sont retirés. Puisque grâce au ministère des Affaires étrangères belge, que les véritables cartes coloniales étaient sorties et ils y sont plus. Donc ça, il faut dire la vérité. Bon, nous avons maintenant d'autres problèmes par rapport à l'Angola, mais ce sont des problèmes qui peuvent s'arranger comme tels que sur le plateau continental, parce qu'ils sont en train d'utiliser le pétrole congolais. Ça, avec un gouvernement fort, avec un gouvernement puissant, ne vous en faites pas, c'est un problème qui, d'ailleurs, la législature dernière, quand les Nations Unies ont demandé à tous les pays d'envoyer leur délimitation maritime, nous l'avons envoyé, donc nous attendons seulement peut-être d'ici 1 année, 2 ans, nous aurons gain de cause, parce que c'est ça la vérité. Et à partir de ce moment-là, Sassou Nguesso, le président, le doyen Sassou Nguesso, Denis, essaiera aussi à amener quelques cadres par rapport à sa facilitation, qui peuvent être aussi des Africains, des Occidentaux, ou tout ce que vous voulez. Et de là, avec le terme de référence qu'on choisirait ensemble. Et voilà comment nous allons... L'autre question, vous ne vous entendez pas sur l'issue même de ce dialogue, si jamais il a eu lieu, même s'il se passait selon les termes des références, comme vous le dites, de l'opposition, pour mener à quoi? À un gouvernement d'union nationale? À l'organisation des élections, vous savez, à la légitimation d'un des candidats qui se chamaille aujourd'hui pour le pouvoir, ou finalement, nous sommes là dans on considère ça le regard de l'opposition. Enfin, pour être très explicite. Et sincère aussi. Et sincère. Un gouvernement peut venir de n'importe quel bord. Est-ce que c'est un gouvernement qui serait réellement un gouvernement du peuple? Est-ce que ce serait un gouvernement qui serait vraiment... qui prendra d'acte, comme ce fut le premier gouvernement de M. Joseph Kasavubu? Je ne pense pas. Donc c'est pour cela que je dis tout simplement, n'y allons pas par rapport au poste. Dès lors que nous irons par rapport au poste, c'est là où ça faussera tout. Là où il n'y aura plus d'opposants, ceux qui vont rentrer certainement dans ce gouvernement, parce que Jean-Claude Vouemba vous promet... La crainte, c'est Jean-Claude Vouemba, laissez-moi terminer. Que vous donnez aux Congolais, laissez-moi terminer. C'est que le politique congolais... Non, dans chaque règle, il y a des exceptions. Au Congo, il y a des millions. Pour les miettes, assaisonner à des titres pompeux. Jean-Claude Vouemba, c'est un moboutiste, et un moboutiste ne travaillera jamais avec un pouvoir à côté de M. Kabila. Vous réclamez moboutiste? Je l'ai toujours été. Et je le resterai jusqu'à ma mort. Alors, à partir de ce moment, donc vous allez savoir qu'il faudrait... Je trouve ça courageux. Mais je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été.
Monsieur Fabien, vous m'avez connu à Kinshasa tant que qui? Mobutis, c'est bien Et sûr, alors, bon, mais je n'ai jamais simplement, changé. On trouve rarement des gens qui se réclament Mais Mobutis parce que... en dehors de son fils, bien entendu. Non, même, enfin, même, entre guillemets, son fils, je me pose la question de là, par où il est moboutiste. Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Alors, tout simplement pour vous dire que si nous y allons par rapport aux intérêts égoïstes et personnels, nous risquerons de subir les pierres que les autres sont en train de subir à l'heure actuelle. Donc ça serait justement pour aller faire une certaine facilitation, un cadre de concertation politique congolaise et voir comment nous pouvons, comme vous êtes en train de le dire, ça c'est un problème sérieux, un contentieux électoral, il faut la terminer, sinon il y a toujours un doute. C'est pour cela... vous vous souvenez, j'étais parmi la première personne qui demandait à M. Kabila et à M. Tshisekedi de se voir pour qu'ils puissent larver ce dossier. Donc tout ça pour vous dire que tout cela fait partie et puis que pour que nous puissions redémarrer dans une politique qu'on peut dire normale, naturelle, sans dictature, sans service de renseignement sur ces trousses. Mais justement, parce que là, je ne trouve pas réellement... enfin, bon, vous êtes libre de ne pas répondre à certaines questions, mais je me dis, c'est quoi l'objectif, la finalité? Vous vous retrouvez ensemble, vous êtes là, vous décidez de vider tous les contentieux. Prenons l'exemple des élections. Ils se sont passés de manière que tout le monde connaît. Vous vous retrouvez, ils se mettent d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Le mandat en question court jusqu'en 2016. Il nous reste encore que 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Accepteriez-vous, parce qu'on entend parler de la modification de la Constitution pour permettre à qui d'autre de pouvoir se représenter, ou est-ce que vous pensez que vous allez mener la barre jusqu'à ce que les autres puissent accepter que c'est tel qui a gagné et pas tel autre? C'est quoi pour aboutir à quoi? C'est ça la question. Dans un contentieux électoral, c'est toujours les négociations qui sortiront de là et qui pourraient nécessairement jeter une pierre par rapport à l'avenir. Ça, c'est de 1. De 2, en ce qui concerne ce que vous êtes en train de parler sur la révisitation constitutionnelle. Enfin, on entend parler de ça aussi. Non, je crois que cette fois-là, ils verront. Vous connaissez le Crazy Horse de Paris, là où les femmes et les hommes dansent nus. C'est ce jour-là, à l'Assemblée nationale, on dansera nus. Parce que nous ne l'accepterons pas. M. Kabila est en fin de mandat. M. Kabila n'a pas le droit de passer à un 3e mandat et il le sait. Toute personne qui s'aventurerait à cela subira le sort qui lui reviendra. En ce moment-là, nous cesserons même d'être des députés des institutions. Voilà, merci Monsieur Mvouemba. Donc nous sommes dans l'émission Questions-Réponses, le magazine qui vous propose l'information, le débat ou l'échange sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. Nous analysons également l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec l'honorable Jean-Claude Mvouemba, président d'IMPCR, député, il aime bien qu'on dise réélu en République démocratique du Congo. Parce que nous sommes qu'à 45. Voilà, bon. Sur les 500 de la législature dernière. Voilà, et c'est une prime d'or alors. Je disais dans cette émission aussi, on devait parler d'un fait. On a été surpris tous à Lubumbashi, 500 personnes qui criaient Katakatanga et tout ça, et finalement, il me semble qu'ils ont été maîtrisés. Finalement, au niveau de l'opposition, il y en a qui ont crié également à la complicité. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une autre information, la vraie? Non, je dois vous dire la vérité. Je n'ai pas des informations, c'est que je pourrais dire de sources directes. Mais les militants du MPCR du Kasaï, du Katanga, essayent de nous informer. Ça voudrait dire tout simplement quoi? Le mal est profond, même au Katanga, que d'autres diront une province bénéficiaire de pouvoir, sont maintenant à but à venir s'aimer la désolation. Donc c'est ce qui prouve que ce pouvoir n'est plus un pouvoir qu'on peut compter. Parce que nulle part, en aucun moment, tout peut advenir dans n'importe quel coin du Congo. Parce que ce pouvoir est en train de gouverner par défi. En ce qui concerne le Katanga, pour dire la vérité, il y a un problème sérieux. Monsieur Kousounika, vous savez bien que les Baloubakats sont mécontents.
Pour la décentralisation, le projet de décentralisation. Que ça soit... Non, je ne parle même pas de la décentralisation. Je parle même par rapport au pouvoir, à leur pouvoir. Mais ils sont mécontents. Et puis, en plus... sont les vrais bénéficiaires. Ah, c'est ça le problème. Enfin, le véritable bénéficiaire. Mais moi, je vous dis, les Balouba 4 sont très mécontents par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Au niveau du pouvoir. Ça, c'est entre eux. Mais... en ce qui concerne le fédéralisme, Jean-Claude Vouemba a adhéré au MPR fait privé en 1991 et en 91. Tout simplement, pourquoi? Parce que le maréchal Mobutu prônait un État unitariste avec une large décentralisation. Et c'est ça qui m'a poussé d'y aller là-bas. Mais à l'heure actuelle, Jean-Claude Vouemba a revisé totalement sa conception politique. Je suis à 110% pour le fédéralisme. Tout simplement pourquoi? Parce que il serait mieux que les gens se retrouvent à travers d'une province. Je ne parle pas seulement des autochtones. Toutes les Congolaises et les Congolais qui aiment résider dans une province, n'importe laquelle, puissent se retrouver afin... Vous n'avez pas peur que cela ouvre la porte à la balkanisation du pays? Non, la balkanisation, c'en est une autre, le fédéralisme, c'en est une autre. Oui, mais bon, parce que nous sommes fatigués, pourquoi? C'est-à-dire... Bon. Monsieur Koussounika, nous ne pouvons plus accepter que tout vient de Kinshasa. Nous ne pouvons pas accepter que Kinshasa refuse les 40% de la Constitution pour la rétrocession aux provinces. Nous ne pouvons pas accepter. D'ailleurs, je l'ai dit, même nous, députés, nous sommes dans l'illégalité. Comment voulez-vous, depuis 6 ans, nous n'avons pas encore instauré le fédéralisme? Pourquoi? Parce qu'on n'attend que 3 lois. 1. La décentralisation financière, la décentralisation des limitations des frontières entre nous, entre les provinces, les différentes provinces, ouais. et puis la décentralisation sécuritaire. Un point, un trait. Et à partir de là, nous allons y entrer. Nous sommes dans l'illégalité depuis 6 ans. C'est pour cela, il est grand temps pour que le fédéralisme puisse ancré dans nos provinces pour que toutes les provinces soient boostées. Pour certaines personnes qui disent qu'il y a d'autres provinces qui ne sont pas nantis, nous leur disons tout simplement, il y a c'est ce qu'on appelle une caisse de péréquation qui fera par tout le moyen pourvu que ça fonctionne. Non, ça doit fonctionner si rien ne dépend de Kinshasa. Parce qu'il faudrait savoir, beaucoup de rétrocessions... Vous n'allez pas mettre quand même une caisse de péréquation dans l'une des provinces? Non. Voilà, non. Parce que quand nous demandons Kinshasa, comprenez aussi quand on dit Kinshasa, c'est dans le gouvernement central. Hein, donc, quand nous disons une justice distributive, ça fait partie de tout. Si le Bas-Congo, parce qu'à l'heure actuelle, les gens sont en train de vilipender le Bas-Congo, enfin le Congo central, Kinshasa et la ville-province, pardon, le Katanga. Et le Katanga. Mais nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, surtout chez nous au Congo central. Nous voulons un Congo fort, nous voulons un Congo qui a été hérité par Fumuki Mbangu, par Mbouta Joseph Kassavubu, par Mbouta Emile Zola, par Mbouta Mwanda Vital, par Mbouta Edmond Zezalandou. Donc le fédéralisme... Par rapport à la question, à votre avis, pour qu'on n'ait pas des histoires comme les Maï à Kalumbashi, la réponse est la décentralisation. Pas la décentralisation, le fédéralisme. Le fédéralisme. Voilà, c'est ce qu'on verra. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien et un autre fait de l'actualité, ça a été l'arrestation de Bosco. Enfin, on a parlé de reddition de Bosco Ntaganda, pas plus tard que hier par rapport au moment où nous sommes en train de tourner cette émission ici en Belgique, donc plus précisément le 26 mars, il s'est présenté à la Cour pénale internationale, il a décliné son identité, vous avez suivi comme tout le monde. Finalement, est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait tilt, qui vous a enchanté ou qui vous a déchanté, qui vous a révolté dans toute cette péripétie? Avant toute chose, posons-nous la question. Ce n'est pas pour la première fois que des pseudo-rebelles qui viennent de Rwanda, de l'Ouganda, puissent repartir d'où ils sont venus. Vous vous souvenez encore de Jules Mutebwesi? Vous vous souvenez encore de Laurent Kunda, Batouare? Où vivent-ils tout ce monde-là? Ils sont à Kigali, ils sont à Rwanda. Le Rwanda n'a jamais accepté qu'on puisse extrader un de leurs. Mais souvenez-vous pour M. Bosco Ntaganda,
Qu'est-ce qu'a dit M. Kabila? Qu'il ne pouvait pas extrader Bosco Ntaganda au risque de déstabiliser la paix. Maintenant qu'aujourd'hui Bosco Ntaganda n'est pas là, où est la déstabilisation, où est la tranquillité de la paix au Congo? Que M. Kabila puisse nous répondre. Et de deux, pourquoi M. Bosco Ntaganda choisit lui-même l'ambassade où il doit s'y réfugier pour qu'il soit certainement assuré d'y aller à la CPI? Peut-être qu'il a compris que sa vie était en danger. Mais d'autre part, et de trois, j'arrive, parce que le Rwanda n'extradie jamais quelqu'un. Troisièmement, M. Bosco Ntaganda, après avoir... Vous ne pensez pas que après avoir parlé... Attendez, pardon. D'accepter l'extradition enfin, si extradition il y a eu, on parle des redditions, du moins le transfèrement de Bosco Ntaganda a été, disons, la conséquence des pressions que le Rwanda connaît actuellement. Peut-être qu'il s'est dit, bon, trop c'est trop. Mais pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Surtout vos pressions. Les pressions des résistants, de combattants de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'autre pression. Il n'y a pas d'autre pression. Si la communauté internationale commence maintenant à s'y intéresser au Congo, c'est par rapport à vous. Enfin, quand je parle de vous, c'est pas vous personnellement. Bon, par rapport à la diaspora. Donc, voilà, je dis tout simplement cela. Mais M. Bosco Ntaganda a bien parlé avec les agents de renseignement de l'ambassade des États-Unis pendant 2 jours, 3 jours. Il a dit beaucoup de choses. C'est pour cela nous devons, nous, Congolais, faire en sorte de refuser que Bosco Ntaganda termine comme Milosevic. Parce que pour une fois, la Cour pénale internationale, la communauté internationale a quelqu'un qui doit parler. Il faut préciser déjà à l'intention des téléspectateurs, quand l'honorable Mvouemba dit qu'il faut refuser qu'il termine comme Milosevic, c'est-à-dire Milosevic, on a appris qu'il s'était suicidé en prison. Enfin, disons, il était tout simplement... voilà, il est décédé. Sa femme n'a jamais reconnu ce suicide. Ouais, enfin. Donc, c'est pour cela nous disons tout simplement, nous devons veiller à gré à ce que Bosco Ntaganda nous relaie, nous révèle ce qu'il connaît. Parce que curieusement... Mais il peut aussi refuser de révéler, peut-être. Curieusement, là où je dis tout simplement, le recensement est d'ores et déjà nécessaire au Congo et le plus urgent. Parce que le recensement au Congo doit se faire d'une manière manuelle au Congo. Surtout par rapport à nos frontaliers. Il faut au moins 10 familles qui puissent reconnaître que, effectivement, votre famille a eu des origines pendant plusieurs années à tel endroit. Parce que quand vous voyez Bosco Ntaganda, un général des forces armées de la République démocratique du Congo, dire qu'il est né au Rwanda, qu'il a vécu au Congo, et arriver à la CPI, parler en Kina-Rwanda. Nous nous posons des questions. Et ce général-là, qui a été le général des forces armées de la République démocratique du Congo, commander à quelle langue? Et nous ne sommes qu'au début. C'est pour cela, non, il y a la communauté internationale. C'est pour cela, vous voyez, nous voulons tout simplement que M. Bosco Ntaganda puisse, en sachant qu'il se taise, il risque de finir comme Milosevic. Qu'il parle au moins, même s'il termine comme Milosevic, au moins il nous a éclairé. Parce que c'est depuis 1996, M. Kousounika, depuis l'AFDEL. Si vous considérez qu'il n'est pas des vôtres, est-ce que vous pensez qu'il aurait intérêt à vous aider? Mais puisque ses barons, puisque ses amis lui ont tourné le dos, il sait très bien, à l'heure qu'il est, tout le monde cherchera à s'en prendre à lui. Mais n'oubliez pas aussi qu'il est extrêmement riche, que peut-être qu'il voudra continuer à vivre tout en sachant que sa famille va bénéficier de... À un moment, à un autre, on est égoïste de notre humain. C'est pour cela que je dis tout simplement pour l'histoire. Bosco Ntaganda doit dire la vérité. C'est cette vérité que nous avons besoin de ça depuis l'AFDEL jusqu'à ce jour. Souvenez-vous, le maréchal Mobutu, qu'on décrit, oui, au niveau social, au niveau économique, vers la fin de son règne, était quand même catastrophique, était catastrophique. Mais nous sommes restés 32 ans avec ces mêmes frontières.
Il n'y a eu aucun jour un Rwandais s'est aventuré au Congo, ni un Ougandais, ni un Burundais. Comment sous Mobutu, pendant 32 ans, il n'y a pas eu d'incursion de ce pays, et juste depuis l'avènement de l'AFDEL, nous n'en connaissons que ça. L'AFDEL est entré aussi à l'époque de Mobutu. Mais l'AFDEL est entré par rapport à quoi? Par rapport aux complicités de ces pays. L'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Nous en sommes là, nous devons nous dire la vérité. Ben ouais, rompons les relations diplomatiques avec ces 3 pays. Reformons, restructurons l'armée, la police et les services de sécurité maintenant, à travers un recensement. À votre avis, maintenant que Ntaganda n'est pas là, quelles sont les conséquences qu'on pourrait avoir à l'est du pays? Notamment, il y a déjà les négociations à Kampala avec les 1-23. Bon, maintenant, parlons des 1-23 Makenga. Qu'est-ce qui risque de se passer à votre avis? Mais vous savez que le M23, c'est une création de Kundaba, c'est une création de Bosco Ntaganda. C'était par rapport aux soi-disant accords qui n'ont pas été respectés. Mais je vous signale, le CNDP siège au gouvernement congolais. Il y a des députés CNDP. Alors, de quel accord que le M23 a voulu exhiber? Et vous avez vu le M23 en venant, toujours avec leurs propos mielleux. Nous voulons la légitimité de M. Tshisekedi, nous voulons qu'on cesse d'encercler M. Tshisekedi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais leur vraie motivation, quels accords qui n'ont pas été respectés entre eux et le gouvernement congolais à travers M. Kabila? Qui puisse nous le dire? Jusqu'à ce jour, nous ne le savons pas. Ça, c'est une création. Et puis, enfin, Goma a été... Goma est tombé par rapport à quoi? Par rapport aux militaires rwandais qui sont venus de Gizeni. Le M23, c'est une... Et d'ailleurs, curieusement, M. Kousouanika, je profite. Je lance un appel à M. Mende, à M. Kabila, à M. Raymond Tibanda, qui puissent nous dire qu'est-ce qui a changé par rapport au M23 qu'ils ont qualifié d'une force étrangère de Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, et qu'aujourd'hui, on puisse dire que c'est une force nationale congolaise. C'est là où le problème. Ils doivent nous dire. Mais bien, nous bateau bazabapaya. C'est ça, avoir le courage politique. Et je leur demande. Bon, certainement, ils sont en train de suivre l'émission et ils vont certainement vous répondre. Voilà. En tout cas, merci, honorable Jean-Claude Mvouemba. Mais avant de terminer cette émission ici, vous avez dit que vous étiez moboutiste. Il y a quand même un grand homme, disons-le comme ça, moboutiste en tout cas, l'un enfin, je ne dirais pas meilleur, mais bon, l'un des grands conseillers du maréchal Mobutu en matière de sécurité, M. Seti Yane, qui a quitté la terre des hommes. Finalement, est-ce que vous avez un souvenir particulier de la personne, une pensée particulière? Pensée particulière, oui, parce que ces 2 dernières années, ça m'est arrivé de le croiser assez souvent. C'est que je peux tout simplement dire, quand quelqu'un meurt chez nous autres, les Congos, il faut les laisser avec ses dieux. Donc ça, tout ce qu'il a su faire ici sur Terre, il n'y a que Dieu à qui il rendra compte. Donc vous voulez parler des gens qui l'ont plus identifié à Mobutu et qui ont dit des choses, en ce qui concerne sa vie professionnelle, bon, nous l'avons lu, nous l'avons appris, on a écouté sous tout le monde que c'est lui qui a organisé le service de renseignement en 1969, avec la création du CND, un Centre national de documentation. C'est encore lui qui a été le premier conseiller spécial du maréchal Mobutu. Nous pouvons tout simplement dire avoir formé autant de sbires, quoique c'était des sbires monologues, mais c'était quand même un grand homme. Bon, que comme chez nous on dit, paix à son âme, Nzambi Zei. Nzambi Zei, c'est donc en Kikongo, si je comprends très bien, paix à son âme. Et voilà, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission questions-réponses. Merci à l'honorable Jean-Claude Mvouemba, on se verra certainement un jour à Kinshasa. Merci également à nos amis de la maison africaine flamande qui nous ont donné le cadre. Eh bien, je vous retrouve lors de la prochaine édition de votre magazine. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères, ainsi soit-il. Et comme j'aime le dire, tout ce qui a été dit ici n'engage que les auteurs et ce qui est dit est dit.